Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast Trends Bourse. C'est l'heure de votre décryptage de l'actualité économique. Après une petite trêve, nous voilà de retour tout frais et tout bronzé. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors évidemment, il y a pas mal d'actualités à aborder. On va donc s'entraîner, faire un petit point sur la guerre commerciale des États-Unis et puis cet accord important le week-end dernier entre les États-Unis et la Chine. Mais absolument, on va peut-être pas parler du nouveau pape, on va laisser ça des confrères. C'est moins économique. Dont c'est la spécialité. Mais c'est vrai que l'accord de ce week-end, c'est quand même quelque chose d'assez historique. Alors, ceux qui ont vu la conférence de presse de Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, c'est-à-dire ce que nous appelons un ministre des Finances, ont pu sourire un petit peu parce que quand il annonce moins 115% de droits de douane, en dehors du contexte que l'on connaît, ça pourrait sembler complètement farfelu, mais c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque suite à leur surenchère délirante, les États-Unis étaient arrivés à 145% de droits sur les produits chinois, du moins de manière générale. Alors, moins 115, ça fait 30. La Chine avait poussé le bouchon à 125%, moins 115%, ça fait 10%. Il reste donc 30% d'un côté, 10% de l'autre. C'est un accord important. Petite parenthèse, Scott Bessent a pu paraître un petit peu étonnant dans ce discours. Scott Bessent est le pion le plus fiable de l'équipe Trump, qui comporte quelques personnages un peu farfelus, il faut bien le dire, et voire douteux selon certains. Scott Bessent, c'est celui qui rend l'équipe fiable à l'égard des milieux économiques et financiers. Sans lui, je crois d'ailleurs que la politique de Trump passerait beaucoup, beaucoup moins bien encore. Bon. Ici, donc, c'est une politique qui est quand même bien passée. L'air de rien, les marchés, en tout cas, l'ont accueilli plus que positivement. Mais oui, très positivement. Le S&P 500, donc Wall Street a bondi de plus de 3%, clairement. Le Nasdaq technologique, même de l'ordre de 4%. L'Europe a été plus timide, un gros pourcent pour le stock 600. Je parle de lundi, donc le lendemain de l'accord, le Belvin, un petit pourcent. Mais enfin, il faut rectifier une chose. Il faut toujours quand même se placer dans une certaine perspective si on veut comprendre les marchés. L'Europe a moins bien réagi, beaucoup moins en tout cas. Oui, en fait, l'Europe avait déjà rebondi davantage sur un mois par rapport au tréfonds d'avril. On était alors à plus 21 pour l'Europe et plus 17 pour les États-Unis. Donc l'Europe, au total, n'a pas moins bien réagi en fin de compte. Globalement, disons. On remarque à Bruxelles les industriels qui ont bien rebondi, Solvay, Syensqo et Umicore, ainsi qu'Azelis, qui est un distributeur plutôt. On a un secteur technologique aussi qui a quand même repris quelques couleurs. Et oui, absolument. Entre parenthèses, je suis désolé, mais moi, la clim ne m'a pas très réussi. Désolé pour On n'entend presque rien. Pour ma voix. Un peu. Oui, technologique a bien réagi. Nvidia, plus 5,4%, donc toujours Apple, plus 6,3%. Amazon plus 8 même. Mais oui, parce que Apple, j'y avais fait allusion assez longuement il y a un mois, en disant que Apple était fortement, entre autres, Apple était pénalisé par ses droits de douane, mais que c'était pas tenable. Trump ne pouvait pas couler, ni Apple en particulier, ni la technologie américaine en général, qui s'approvisionne largement en Chine. Apple, on l'avait dit, fait fabriquer ses iPhones en Inde, mais les composants viennent largement de Chine. Comme pour Apple comme pour les autres. Donc c'est quand même un grand soulagement de s'apercevoir que effectivement Trump ne pouvait pas couler la techno et ils sont arrivés à un accord provisoire et partiel. Enfin, c'est quand même une grosse différence par rapport à là où on était la semaine dernière. Remarquons d'ailleurs que c'est un soulagement pour un tas d'entreprises américaines. Ça signifiera que les prix de détail ne vont pas flamber. Bon, Best Buy, une chaîne discount, plus 6,6% en réaction. Ça signifie que les jouets, notamment chinois, ne vont pas flamber non plus. Mattel, plus 10%. Voilà qui est assez significatif quand même comme réaction.
Alors on savait bien évidemment que cette guerre commerciale, elle pouvait faire potentiellement beaucoup de mal aux entreprises. Maintenant, qu'est-ce qui a pu déclencher finalement cet accord? Est-ce que la surenchère a atteint un niveau trop important? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'à un moment ils se sont dit, bon allez ok, redevenons raisonnables presque? Mais je crois que ce qui avait été dit dès le départ, c'est qu'effectivement, les États-Unis ont besoin de la Chine et la Chine a besoin des États-Unis. Donc se torpiller de cette manière-là, avec des conséquences dommageables pour le reste du monde, mais bon, soit. Mais déjà, entre eux, c'était quand même très embêtant. La Chine est un gros client des États-Unis, déjà aussi. Les entreprises technologiques américaines vendent beaucoup en Chine. Mais la Chine produit donc énormément de... Parce que la Chine ne produit plus que des jouets en plastique. Hein. Ça fait longtemps qu'elle produit des matières, des composants électroniques de pointe. Donc les États-Unis en ont besoin. Et alors, il y a un élément qui a joué, et c'est un économiste français qui a souligné ça sur BFM Business. Parmi les mesures de rétorsion de la Chine, il n'y avait pas seulement les droits de douane. Ils ont dit aussi, attention, nous, on pourrait très bien cesser d'exporter nos terres rares. Bon, les terres rares, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le nom que l'on donne à certains métaux qui en fait ne sont pas si rares que ça d'ailleurs, il y en a un peu partout dans le monde, mais il n'y a que les Chinois qui ont mis en œuvre leur production, qui est très coûteuse, qui est très intense en énergie, qui nécessite beaucoup de capitaux. Donc on a laissé ça aux Chinois, ils en produisent 90% au niveau mondial. Et d'après cet économiste, en fait, c'est notamment à cause de ça que les États-Unis ont plié. Certains diront la Chine a plié. D'après lui, c'est un peu les États-Unis plutôt qui ont plié. Une petite remarque à propos des terres rares. On l'avait déjà signalé naguère dans ce podcast. Solvay est un tout petit producteur de terres rares. Ils viennent de relancer leur usine historique de La Rochelle. Donc voilà, et ils attendent un petit peu de voir comment les choses vont se passer pour lancer ça à plus grande échelle. Alors ici, on a donc un accord qui certes est temporaire, mais qui fait quand même du bien. Est-ce que ça nous permet de faire un petit point peut-être sur les risques de récession et surtout d'inflation aux États-Unis? Mais en deux mots, c'est vrai que les risques d'inflation diminuent. Comme faire les distributeurs américains qui respirent, ils vont pas voir les étiquettes flamber et le consommateur se détourner. Mais ça diminue aussi le risque de récession parce que c'est vrai, on n'y croyait qu'à moitié, mais enfin il y a pas mal d'économistes qui avaient dit si la guerre commerciale se poursuit, s'intensifie, se dramatise comme ça, on pourrait commettre une récession. Les États-Unis ont été un petit peu dans le rouge au premier trimestre d'ailleurs. Bon, c'est un accessoire en soi, mais donc... Et au total, les marchés financiers ont pris ceci davantage en considération parce que le risque d'inflation qui diminue, on aurait pu assister à une baisse des taux d'intérêt. Mais non, on a assisté à une petite hausse des taux parce que le risque de récession diminue et que donc l'activité économique sera plus intense qu'on aurait pu le craindre. Ce qui signifie d'ailleurs un peu plus d'inflation à terme. Mais donc les taux d'intérêt ont plutôt grimpé. Voilà, ça n'a pas du tout handicapé les marchés qui étaient soulagés par l'accord fondamentalement. Un accord dont on pourrait parler pendant des heures, bien entendu. Ceci étant, il y a plein d'autres points d'actualité qu'il faut aborder. Et j'aimerais, entre autres, qu'on puisse revenir sur le petit rapprochement, petit mariage entre Cofinimo et Aedifica. Mais oui, c'est une information très importante des dernières semaines, enfin, des derniers jours quasiment. C'est une offre d'échange, faut-il quand même souligner, une offre d'échange et pas une OPA, une offre publique d'achat. Edifica ne compte pas débourser du cash, mais propose ses actions contre des actions Cofinimo. 1,16 pour une, 1,16 Edifica pour une Cofinimo. Bon, offre rejetée par Cofinimo, bon, soit. C'est intéressant parce que nous avions déjà conseillé ici Cofinimo, non pas en la présentant comme la nouvelle Nvidia, il n'y a pas de danger, ça n'y ressemble pas du tout. Mais et c'est pas le rendement assez élevé de Cofinimo qui va compenser, qui va faire la différence non plus. Mais enfin, c'est une valeur qui était, comme d'autres CIR d'ailleurs, sociétés immobilières réglementées, sous-évaluée et fortement sous-évaluée Cofinimo. Alors l'intérêt d'une valeur sous-évaluée, c'est qu'on peut toujours espérer un jour un rattrapage. Alors il a mis longtemps à venir, c'est vrai. Un analyste signalait en début d'année lors d'une table ronde que le problème des CIR, c'est que la demande était faible, les investisseurs ne s'y intéressaient pas, on a beau dire c'est une bonne base de portefeuille,
ne sont pas des valeurs spéculatives. Bonne base de portefeuille et sous-évaluation, d'où un peu de spéculation possible en fonction d'un rattrapage. Mais voilà, finalement, la demande est arrivée de la part d'Edifica, et non pas des investisseurs plus classiques, si je puis dire, de la part d'un confrère. Edifica est le champion de l'immobilier de santé. C'est une entreprise plus récente que Cofinimmo, qui est le pionnier. Cofinimmo, qui est également devenu immobilier de santé à plus de 3/4. Il faut quand même le souligner, on ne le sait pas toujours. Le bureau ne représente plus que 15% de son portefeuille. Alors, c'est intéressant comme initiative parce que Edifica est une entreprise assez crédible, qui avait bien mené sa barque. Justement, si on regarde un peu en termes de chiffres, peut-être, en évolution. Oui, on va un petit peu se pencher là-dessus. Cofinimmo, ces derniers temps, c'est pas ça du tout, il faut bien le dire. Sur 5 ans, c'est moins 40%. Sur 10 ans, c'est moins 20% encore. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Edifica, qui s'est écroulé récemment, mais avait mieux performé naguère, sur 5 ans, c'est encore moins 25%. Sur 10 ans, c'est plus 24%. Donc, c'est quand même une image très différente de celle de Cofinimmo. Et ça joue quand même en faveur d'Edifica. On peut estimer que cette équipe a davantage fait ses preuves que celle de Cofinimmo. Ça pourrait emporter la décision, finalement. La saga n'est pas encore tout à fait terminée. Ils doivent encore se voir. À l'heure où on parle maintenant, on ne sait pas quelle sera la décision finale. Mais grosso modo, est-ce qu'en tant qu'investisseur, on scrute de près et on peut se dire qu'il y a peut-être une opportunité ? Mais oui, tout à fait, parce que c'est vrai que l'offre a fait grimper Cofinimmo pas mal. Au moment où l'offre a été annoncée, et compte tenu du cours d'échange, là, on observait une prime de 21% sur l'action Cofinimmo. Alors, c'est vrai que la direction, c'est classique. Quand il y a une OPA, une OPE, la direction de la cible dit toujours « c'est pas assez, on ne juge pas notre juste valeur, etc. etc. » Mais il est vrai que le cours de Cofinimmo avait alors fusé à 81 €, mais que la valeur nette d'inventaire du portefeuille, qui est calculée au cent près, il y a plusieurs méthodes, elle est évaluée entre 94 € et demi au plus bas et jusqu'à presque 103 € au plus haut, donc suivant les diverses méthodes. Donc c'est vrai qu'il y a encore du potentiel pour une offre supérieure et bon, on va dire, vu ce qu'on vient de dire, l'équipe Edifica a fait ses preuves, il n'y a pas de raison de refuser cette offre dès l'instant où elle serait améliorée. À surveiller donc, et tant qu'on parle d'opportunités peut-être, on peut lire dans le Trends Tendance un article sur l'argent, le métal évidemment, pas l'argent trébuchant. Cet argent qui pourrait d'ailleurs bientôt rattraper l'or. Et donc, il serait là, évidemment, une petite opportunité d'investissement. Mais oui, c'est ce que nous voyons à ce sujet. C'est amusant parce que quand on observe les graphiques historiques, il y a souvent des divergences temporaires, parfois importantes entre l'argent et l'or, mais sur le long terme, les deux se rejoignent. L'argent suit le cours de l'or, même si l'argent est le métal précieux le moins précieux. Petite particularité, jamais oublié, l'argent, contrairement à l'or, est beaucoup utilisé dans l'industrie. L'or l'est un peu, l'argent l'est beaucoup, donc il y a une demande stable et obligatoire. On est obligé, un tas d'entreprises sont obligées d'acheter de l'argent pour faire tourner leur entreprise. Alors, il y a différentes manières d'investir, il y a différentes mines. Alors, on a retenu, outre le Pan American Silver qu'on a déjà évoqué ici notamment, on peut en citer deux. Eclat Mining, qui est basé à Cœur d'Alene. Qui sont là des entreprises actives dans le secteur. Oui, actives. Des gens qui produisent de l'argent. Eclat Mining est un classique. Cœur d'Alene, donc dans l'Idaho. Cœur d'Alene, c'est ainsi que le patelin s'appelle en français. Eclat Mining, qui ne produit pas que de l'argent, comme la plupart des producteurs. Ils ont aussi de l'or. D'autres ont aussi d'autres métaux comme le zinc ou le cuivre. Eclat Mining a affiché de bons résultats au premier trimestre. Leur production a augmenté de 23%, ce qui est très bien. Et leur mine récemment acquise dans le Yukon, au fin fond extrême nord du Canada, Keno Hill, a signé un premier trimestre avec un bénéfice brut ayant dépassé le $1 million. Donc, a priori, tout ça n'est pas vilain. Oui, le problème, c'est que cette mine n'est pas assez rentable. Ça, ils l'avouent eux-mêmes. Ils devront augmenter un peu la production encore pour arriver à la rentabilité, de sorte que finalement, le cours d'Eclat Mining n'a pas tenu compte des bons résultats, mais plutôt de ce retard de rentabilité de Keno Hill.
Ça nous semble donc une action susceptible de rattrapage. C'est un candidat au rattrapage et c'est pour ça que nous la retenons. Éclat Mining, et vous avez parlé de deux petites... Deux, effectivement. Il y a aussi Aya Gold et Silver, entreprise canadienne également, celle-ci, basée au Québec, qui, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, et contrairement à nombre de ses confrères, ne produit que de l'argent et pas de l'or. Bon, soit. Enfin, ils appellent toujours Aya Gold and Silver. Ils exploitent en fait une grosse mine au Maroc, à Zgounder. Je ne sais pas exactement comment on prononce. Avec le rhume, ça passe bien. Je le garantis pas. Il y a une petite sonorité allemande, mais c'est au Maroc. C'est au Maroc. Cette mine a connu une très grande extension à la fin de l'an dernier, donc c'est tout à fait récent. Et la production est passée, ou passera plutôt, de 1,65 million d'onces à plus de 5 millions d'onces. Bon, très bien, grande extension, merveilleux. Par ailleurs, ils ont obtenu un crédit, viennent, il y a 3 jours de ça à peine, d'obtenir un crédit de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, ce qui est quand même la rend crédible, je veux dire. Hein. Bon, il y a certaines petites mines dont on ne peut parfois se méfier. Ceci rend cette entreprise crédible. Le Maroc, ce n'est pas le Mali non plus. Les investissements, ils sont quand même beaucoup plus sécurisants, pourrons-nous dire. Il y a un petit bémol ici aussi, sans quoi cette action ne serait pas en retard et susceptible de rattrapage, en plus de l'argent métal lui-même, c'est que la production était espérée à 7,5 millions d'onces et pas 5 millions. Donc, on n'y est pas encore, on est donc bien en dessous de ce qui était espéré, d'où grosse déception du marché. L'action a baissé de moitié depuis son sommet de l'automne dernier, ce qui nous semble quand même très excessif, parce que bon, il y a un contretemps, d'accord, mais enfin, la base est solide, l'entreprise est crédible. D'où, voilà, pour nous, candidat au rattrapage, c'est une occasion d'entrer sur le marché de l'argent. On a donc effectivement de l'or qui pourrait potentiellement rattraper l'or parce que ça se passe comme ça en temps normal. Et puis donc 2 entreprises qui ont elles-mêmes dans leur actualité une opportunité de rattrapage à investir, donc en tout cas à surveiller. Absolument. Et disons que si on veut être diversifié, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu dangereux de se focaliser sur une action, sur une mine ou même 2 d'ailleurs, il y a... On va noter le iShares Silver Trust du groupe BlackRock, qui vise l'argent métal, lui, ou à hausse de 10% depuis le début de l'année, soit dit en passant. Donc ça montre bien que ces mines sont en retard, puisque l'argent a bien monté, comme l'indique ce tracker, ce iShares. Et alors, il y a aussi autre tracker, le Global X Silver Miners, donc qui vise, lui, les producteurs d'argent, qui contient d'ailleurs des Pan-Américaines et un peu de Éclat Mining qu'on vient de citer aussi. Voilà, si on veut être plus diversifié, voilà 2 trackers que l'on peut recommander. Je voulais faire nommer 2 trackers, c'est donc les deux trackers que vous avez mentionnés, oui. Global X Silver Miners pour les producteurs, et le iShares Silver Trust, simplement pour l'argent métal. Et on avait Éclat Mining et Aya Gold Silver pour les 2 entreprises actives dans le secteur. On a parlé également de Cofinimo et Indifica à surveiller. Quelle est la leçon qu'on retient cette semaine ? Mais je crois que la leçon, c'est inévitablement l'accord entre la Chine et les États-Unis. Certains avaient dit ne paniquons pas, vous savez, c'est pas possible, cette guerre ne peut pas se dramatiser à ce point, ne peut pas devenir aussi grave que ça, parce que les États-Unis ont besoin de la Chine et la Chine a besoin des États-Unis. C'est ce qu'on a répété. Mais oui, dès l'instant où on n'avait pas vendu à temps, avant l'annonce dramatique de ce cher Donald, il était trop tard pour paniquer, c'est vrai, ça ne pouvait pas s'aggraver davantage, ça ne pouvait qu'aller mieux, enfin... On n'est pas au bout du compte, hein. C'est un accord provisoire, 90 jours. Tout peut changer. Ça peut changer encore, il reste des choses à faire. La vie de Trump peut changer. Peut changer, peut-être d'ailleurs que par rapport à il y a 3 minutes, il a déjà changé. Mais donc voilà, donc, c'est vrai que ça ne pouvait pas s'aggraver davantage. Il était trop tard pour vendre après les annonces. Comme on l'a dit, globalement, les marchés ont déjà bien remonté de l'ordre de 20% depuis lors. Donc quand on a raté l'événement dramatique, en général, la plupart du temps, il est trop tard pour vendre, il fallait garder. Comme vous dites, la panique est mauvaise conseillère, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. La plupart du temps, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup, Guy Legrand, pour ce décryptage et ces conseils. On se retrouve dans 15 jours, en pleine forme. Absolument. Et merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle.
Bonjour, bienvenue dans ce podcast avec comme titre « Le salaire de la peur ». L'augmentation de la volatilité sur les bourses mondiales depuis le début de l'année a échaudé nombre d'investisseurs au point qu'aujourd'hui, nombre d'entre eux s'interrogent sur la stratégie à suivre dans les prochains mois. Réduire l'exposition aux marchés financiers et revenir en cash ou laisser passer la tempête. Faut reconnaître que la situation est anxiogène à nombre d'égards. En témoigne l'indice VIX, également connu sous le nom de l'indice de la peur, qui mesure la volatilité du marché d'actions américain et qui a parfois dépassé la barre des 40, un niveau qui n'est plus atteint depuis le début de la crise du Covid-19, lui qui oscille généralement entre 15 et 20. Les marchés d'actions ont en effet fortement corrigé au début du mois d'avril dans le sillage de l'annonce par Donald Trump de l'instauration de droits de douane beaucoup plus importants que prévu. Sans ajustement, les droits de douane réciproques dévoilés par l'administration américaine porteraient les droits de douane moyens aux États-Unis à 25%, soit du jamais vu depuis plus de 100 ans. La situation est donc incontestablement explosive car les risques d'un ralentissement de l'économie mondiale et d'une augmentation de l'inflation sont importants, ce qui devrait en toute logique peser sur les résultats d'entreprise. Les marchés ont toutefois nettement rebondi durant la seconde partie du mois d'avril et au mois de mai, suite au ton plus conciliant annoté par l'administration américaine et au délai de 90 jours accordé par celle-ci aux partenaires commerciaux des États-Unis pour convenir d'un nouvel accord commercial. Si l'on peut se réjouir de ce délai, cela signifie néanmoins qu'il faut se préparer à ce que la volatilité reste importante jusqu'à ce qu'il arrive à échéance début juillet. Que faire dès lors lorsqu'on est investisseur ? Tout d'abord, se rappeler que si la situation est grave, le pire n'est jamais certain. En effet, bien qu'il se soit souvent montré menaçant de prime abord, Donald Trump a souvent fait marche arrière par la suite, notamment sur le commerce, et un accord commercial avec la Chine semble aujourd'hui possible. Ensuite, ne pas oublier que le temps joue en notre faveur. Le mandat de Donald Trump s'achèvera en janvier 2029, soit dans moins de 4 ans, ce qui représente une parenthèse dans l'horizon d'investissement de la plupart des investisseurs. C'est également important de prendre conscience que si les baisses affichées par les indices boursiers sont importantes, elles n'ont pas été exceptionnelles non plus. Au cours des 45 dernières années, le S&P 500 a connu en moyenne une baisse de 14% entre son niveau le plus haut et le plus bas de l'année, ce qui ne l'a pas empêché de clôturer l'année sur une performance positive dans 34 cas sur 45, soit plus de 75% du temps. En outre, la diversification fonctionne aujourd'hui parfaitement puisque si les marchés d'actions sont à la peine, les marchés obligataires affichent quant à eux, pour la plupart, des performances positives. Enfin, à ceux qui seraient tentés de tout vendre pour retrouver le confort relatif de leur compte épargne, il est bon de rappeler qu'après les 11 derniers chocs de marché, investir dans un fonds diversifié composé de 60% d'actions et 40% d'obligations a dans 100% des cas été préférable au cash dans les 3 années qui ont suivi et a permis aux investisseurs de réaliser en moyenne 22% de gains supplémentaires. C'est en outre le salaire de la peur. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.